Prochain présentateur, notre ami Yves Tremblay. Il va nous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec un équipement. Je ne peux pas appeler ça bas de gamme, là, mais disons moins dispendieux que certains. Et dans un ciel pollué en plus. Fait que, vous allez voir que c'est extraordinaire la technologie des CCD, des SLR qu'on peut faire aujourd'hui. On parle beaucoup d'astrophotographie, mais souvent on pense que c'est un hobby là, qui coûte très très cher. Fait que souvent on se dit peut-être que ça va être à plus tard, peut-être que je vais remettre ça à un autre moment parce que je n'ai pas le budget et tout ça. Fait que depuis un certain temps, moi je me pose des questions, combien ça coûte pour faire de l'astrophotographie. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu mon raisonnement. C'est mon raisonnement à moi, comment je suis arrivé à ces décisions-là, les équipements que j'ai sélectionnés, puis qu'est-ce que ça donne comme budget pour quelqu'un qui voudrait se lancer en astrophotographie. Fait que, comme je viens de vous l'expliquer, quand on pense à astrophotographie, bien, on pense que ça coûte cher. Ça coûte cher, pourquoi? Bien, il y a plusieurs éléments qui font que l'astrophotographie, ça coûte cher. C'est de l'équipement spécialisé, on le sait, les télescopes, les montures, c'est des équipements à petit tirage, hein, c'est pas fait comme des véhicules, des voitures ou des télévisions. Donc habituellement, c'est de l'équipement aussi de précision, donc qui va coûter un certain prix à fabriquer, puis pour les matériaux pour le faire. Donc en général, ça coûte assez cher, des télescopes et des montures, le machinage, on en a parlé aujourd'hui, on a vu tous les problèmes, toutes les questions de machinage. On le sait aussi que c'est en évolution constante. D'habitude, ça n'ajoute pas vraiment au prix initial, mais ça ajoute au prix à la longue, ça. Parce qu'on l'a vu, il y a des nouveaux gadgets, des 120 mm, des nouveaux spectrographes, toutes sortes d'affaires, des nouvelles montures Q8, tout ça, là, c'est bien beau, mais c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'on veut le dernier, le latest and greatest, puis ben, ça nous fait dépenser. Et c'est ça, dans notre tête, pour faire de l'astrophotographie, ça prend absolument le gros kit. Okay? Fait que nous, on le veut, c'est le but. Je veux dire, moi-même, depuis que j'en fais, là, c'est tout le temps, là, je veux le gros kit, le télescope qui coûte une fortune, la caméra Big 1100 là, qui coûte 10 000, là, les super filtres à 800-900$ chaque, là, parce qu'ils sont super balancés, puis tout le kit. Là, fait que c'est ça qu'on veut. Fait que, tu sais, quand on pense à astrophotographie, souvent, à quoi qu'on pense? Ben, c'est à quelque chose comme ça. Là, on se dit, wow, hein, une belle petite monture astrophysique avec un petit Takahashi là, qui coûte peut-être 5-6 000$, puis la grosse caméra. Puis... Fait que c'est ça. Fait que souvent, ben, ça décourage les gens. Parce que ce kit-là, il doit coûter à peu près 30 000$. Fait que c'est pas accessible à tout le monde. C'est pas accessible à moi non plus. Puis je suis pas sûr que je voudrais mettre 30 000$ sur de l'équipement comme ça. Non, c'est pas à moi. C'est une photo que j'ai trouvée sur l'Internet. Je dis, ben, gadon. C'est le kit idéal. C'est sûr que si j'étais multimillionnaire, peut-être que je m'achèterais ça juste pour le fun, là. Mais ce n'est pas le cas. Ça fait que même si j'y rêve à tous les jours, j'en ai pas. C'est pas ça que j'ai. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire, là? On va faire un raisonnement pour voir comment on peut se rendre. Est-ce qu'on peut faire de l'astrophotographie à prix raisonnable? Fait que, évidemment, ben, on va se faire un petit plan, on va se faire une petite liste d'équipements. Qu'est-ce que ça nous prend pour faire de l'astrophotographie? Ben, ça me prendrait un télescope, c'est sûr. Hein, quand on fait de l'astronomie, c'est la première chose qu'on veut s'acheter, c'est le télescope. C'est ça qui est le cool, c'est ça qui est le fun. Fait qu'on passe au télescope. Après ça, on va dire, ben là, il faut mettre ça sur une monture. Fait que c'est le deuxième élément que ça prendrait. Ben là, si on fait de la photo, ça va prendre une caméra. Puis, on les oublie souvent, là, mais il y a un paquet de gugus qu'il faut autour, là, des pare-buées, des câbles USB, des affaires pour faire du focus, un guideur et tout ça. Ça a l'air de rien, mais ça vient ajouter à la facture aussi. Toutes ces affaires-là qu'on achète à coût de 30, 40, 50$ à gauche et à droite, mais quand il y en a 12 de même à 50$, ça fait 600$. Fait que moi, je vais vous dire... j'ai réfléchi autrement un petit peu. J'ai dit, c'est pas tout à fait comme ça. Quand on fait de l'astronomie, c'est sûr que c'est l'ordre habituel. Mais si on se rapporte à la photographie, ce n'est pas du tout l'ordre dans lequel on va penser à nos affaires. En photographie, on ne va jamais choisir la monture ou les lentilles avant de choisir le boîtier. Fait que la première chose qu'on va choisir en photographie, c'est le boîtier. On choisit le boîtier en fonction de ses caractéristiques et de son budget. Je veux dire, il n'y a jamais personne qui va dire « Ah, moi, je veux une belle lentille f2.8. » Là, il l'achète, puis après ça, il va dire « Bon, quel boîtier j'achète avec ça? » Ben non.
Fait que nous, on parle d'astrophotographie ici, on va faire de la photographie du ciel. Fait que peut-être qu'on devrait réfléchir plus comme des photographes. Après ça, on sélectionne les lentilles une fois qu'on a sélectionné le boîtier. Ça, c'est quand on va faire de la photographie traditionnelle. Puis, on va sélectionner les lentilles en fonction de l'utilisation anticipée. Si nous, tout ce qu'on veut faire, c'est des photos de joueurs de football, notre petit gars qui est sur le terrain de football, bien, on ne s'achète pas une lentille grand champ. Là. On va s'acheter un super téléphoto là, écœurant. Puis si ce qu'on fait, c'est des photos de mariage sur le perron d'église, bien, téléphoto, il ne marche pas. Ça va nous prendre quelque chose à grand champ. Fait qu'on va acheter les lentilles pour les utilisations qu'on veut faire avec notre boîtier. Fait que c'est un petit peu ce que je vous propose, c'est on va refaire la liste d'équipements, mais comme si on était des photographes plutôt que des astronomes. Ça fait que la liste d'équipements initiale qu'on dit, nous, c'est le télescope, puis j'ai fait la même chose. La première chose que j'ai achetée, moi, il y a 4-5 ans, quand j'ai commencé, c'est le télescope. Puis après ça, je suis allé exactement dans cet ordre-là. On va choisir la caméra en premier, puis après ça, on va choisir le télescope qui irait bien avec notre caméra. Puis une fois qu'on va avoir une caméra et un télescope, bien, on va réfléchir sur quelle monture qu'il faudrait mettre l'équipement que je viens de m'acheter. Puis finalement, bien, les accessoires, ça, c'est pas tellement grave. Là, c'est l'ordre, ça marche tout le temps de la même manière, on prend ce qui reste. La caméra. Qu'est-ce qu'on va faire? On parlait de caractéristiques pour choisir notre caméra. On va prendre qu'est-ce qu'on aimerait, qu'est-ce qu'il y a à considérer lorsqu'on choisit une caméra? Bien, couleur ou monochrome, je pense que c'est la question de base. Qu'est-ce qu'on veut? Refroidi ou non? Ah, c'est une autre bonne question. Hein. Pourquoi? Bien, je ne vais pas expliquer pourquoi aujourd'hui, refroidi ou non. Là, vous viendrez à la caïque pour ça. Là. Puis on va dire quelle dimension du capteur. On veut-tu un petit capteur, un gros capteur ou des choses comme ça. Évidemment, comme d'habitude, on peut savoir... là, je ne vais pas parler du prix de l'ordinateur dans tout ça parce que je me suis dit, peu importe là, le traitement d'image, dans toutes les situations, ça va prendre un ordinateur. Puis j'assume que la plupart des gens, il y en a au moins un chez eux disponible maintenant. Peut-être qu'il y a 10 ans, ce n'était pas le cas. Là. Ça fait qu'on ne va pas en parler. Mais je vais dire, est-ce qu'on va faire une capture en autonome ou avec un ordinateur? Parce qu'on sait que les DSLR, bien, ils ont une carte mémoire dedans, la batterie est dedans, c'est le fun, ça fait moins de stock si on est en mobile ou quelque chose comme ça. Et aussi, quel est mon budget? C'est toujours bien important. On va acheter souvent les choses en fonction de notre budget. En fait, le choix se limite à deux choix. On a le choix de soit utiliser une DSLR ou soit utiliser une CCD. Je pense que c'est pas mal ça les choix et il n'y a pas vraiment de grandes autres choses. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'avant ça, ce choix-là, il était principalement motivé par une question budgétaire. Mais ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que les CCD, quand même, sont rendus très abordables. Fait qu'on va les comparer, on va regarder qu'est-ce qu'il y a. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de gagnant ou de perdant. Là. Je pense que c'est deux options qui sont viables, toutes les deux. Là. Fait qu'un DSLR, habituellement, à part pour ceux de notre ami local, c'est non refroidi. C'est un sensor CMOS. Ça, c'est juste la technologie qui est utilisée. Ça aussi, ça a beaucoup évolué. Avant ça, les CMOS étaient beaucoup moins sensibles que les CCD, mais aujourd'hui, je te dirais que ça se rapproche, le gap se rapproche. Donc, un DSLR, habituellement, c'est couleur. Ça nous permet une capture en autonome, ça veut dire pas de batterie, pas d'ordinateur, pas rien, en tout cas pas de power supply, tout est inclus. On peut le mettre aussi avec un ordinateur. Il y a beaucoup de gens qui utilisent le Backyard EOS ou des choses comme ça. Ça donne beaucoup plus d'options, c'est sûr. Puis, il y a une batterie, c'est bon puis c'est pas bon, parce qu'à moins 20, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont essayé, là, mais des batteries, il faut en avoir une pile, hein? Une pile de batterie. Et ils ont un gros problème, les DSLR, ils sont insensibles aux émissions hydrogène alpha sinon modifiées. Ça, c'est un problème quand même assez majeur en astrophotographie, je vous dirais. C'est bon pour commencer, mais après la deuxième image qu'on a prise, on est déjà tanné. Ça a été mon cas. Sauf qu'ils ont quand même quelque chose de bien winner, les DSLR. C'est ce qui fait leur popularité. C'est j'en ai une. Tout le monde en a une, ou beaucoup de monde en ont déjà une. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est pas un concours si j'en ai déjà une comparé à en acheter une nouvelle. Hein. Fait que je pense que c'est ça qui a vraiment fait la popularité des DSLR, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui en avait déjà, que ce soit des Canon, des Sony, des Pentax, des Nikon, tout ça. Là. Fait que c'est quand même à ne pas négliger. On va regarder qu'est-ce qui arrive avec les CCD. Bien, habituellement, les CCD sont refroidis. Ce que ça nous donne, ça, c'est que ça nous donne un meilleur ratio signal-bruit. Donc, il y a moins de bruit dans l'image, qui est important.
en astrophotographie parce qu'on fait des longues pauses, puis quand il y a du bruit, ça vient un petit peu briser le contraste de l'image. Les capteurs CCD sont habituellement plus sensibles, malgré que, comme j'ai dit, c'est moins vrai. Il y a des caméras CCD couleur ou monochrome. Ça veut dire qu'il y a des caméras CCD maintenant qu'on appelle des one-shot color, là, qui ont la petite matrice de Bayer là, pour faire les couleurs, pas besoin de filtre, donc c'est intéressant. Ça doit être capturé avec un ordinateur. Par contre, une CCD, je ne suis pas sûr qu'il y en a en autonome. Je n'ai jamais vu ça encore. Peut-être que vous pouvez parfaire mes connaissances aujourd'hui si vous m'expliquez qu'il y en a, là, mais j'en ai jamais vu. Puis, ben, il faut y amener une alimentation. Là, elle n'a pas de batterie ou rien de ça. Comme j'ai dit, pour l'hiver, moi, j'avais une DSLR, mais j'ai acheté un kit pour la brancher parce que j'étais tanné de changer les batteries. Ça fait que je ne suis pas sûr que c'est un inconvénient, mais c'est quelque chose. Et habituellement, ils sont sensibles au H-alpha. C'est quand même super important. Je vais vous dire s'il y a des facteurs là-dedans qui dirigent mon choix. En gros, là, c'est la sensibilité au H-alpha. Ça, c'est les nébuleuses rouges qu'on voit dans le ciel, là, les super belles nébuleuses qu'on voit. On a vu là, la nébuleuse de l'Amérique du Nord, de la Californie, tantôt même Orion. Quand on n'est pas de sensibilité au H-alpha, ça coupe peut-être 3/4 des objets intéressants du ciel. Bien, mettons la moitié, je vais être conservateur. La moitié. Fait que c'est probablement un incontournable, sauf qu'il ne faut pas négliger encore la force du DSLR. OK, fait que c'est ça. Écoutez, il n'y a pas de solution miracle, c'est les options qu'on pèse et tout ça, quand on se fait un budget pour débuter en astrophotographie, c'est sûr que si on n'a pas le budget pour s'acheter tout le kit, je pense que ça vaut la peine de commencer avec une caméra non défiltrée qu'on a. Là. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre juste avec ça, quitte à sauver un petit peu nos sous, puis soit un jour la défiltrer ou acheter une caméra CCD qui est sensible au H-alpha. C'est ce que je vous recommande. En basant, là, vous pouvez être complètement en désaccord avec moi. C'est mon expérience personnelle, tout ça. Ce n'est pas la vérité. C'est juste ce que j'ai appris au cours des dernières années. Là. Fait que j'ai un petit peu pris les poulains de l'heure. Hein. C'est la caméra, la T3i, je pense que c'est ça là, qui était à la saveur aujourd'hui. Quand j'ai commencé il y a 4-5 ans, c'était la IA6T. J'en avais une. C'est pour ça que j'ai dit ça. C'est comme ça que j'ai commencé. C'était la 350D là, qui appelait. Elle ressemblait pas mal à ça, là, je veux dire, à part avec le capteur un petit peu plus de mégapixels maintenant. Là, en fait, c'est à peu près les mêmes caméras, avec moins de bruit aussi, celle-là. Fait que c'est des caméras qui ont des pixels de 4,3 microns, 27 mm à peu près de diagonale de capteur, c'est des gros capteurs. Neuve, j'ai regardé avant de venir ici, j'ai ajouté mes prix, c'est à peu près 600$ quand il y a à vendre avec la petite lentille cheap, là, mais je pense qu'il y a des boîtiers neufs qu'on peut avoir à peu près à 500$ quand c'est juste le boîtier. S'il faut la faire défiltrer, c'est au moins 500$, là, parce qu'il y a du temps et il y a de l'équipement à acheter. Ouais. Ben, j'imagine, c'est ça que j'ai vu dans les prix, là, quand on regarde. Peut-être qu'il y a des gens qui font ça chez eux et tout ça, là, mais moi, je ne la ferais pas chez nous, c'est clair, si j'en avais une. Là. Ouais, chez eux. Ouais, c'est pas mon cas, là, je sais pas. Je suis pas assez bricoleur pour ça. Non? En tout cas, quand tu regardes dans les magasins qui font ça ou les kits qui font ça, c'est à peu près ça que ça coûte. Usagers, par exemple, j'ai trouvé des usagers modifiés pour à peu près 700$. Tout le kit, c'est déjà tout fait, on peut l'acheter, donc c'est quand même une bonne option. Puis moi, je la mets, c'est pas mal la caméra la plus performante que j'ai trouvée dans les CCD One Shot Color là, qui pouvait se comparer. C'est QH-Rex, c'est une marque chinoise. Ça fait quand même un certain temps que ça existe, sont bien connus, sont très performantes. J'en ai une, ça fait 4-5 ans, une monochrome, moi. Mais il y en a une à 6 mégapixels, 7,8 microns, des gros pixels, pratiquement 29 mm de diagonale. C'est un énorme capteur. Puis neuve, elle coûte 12,50$. Ils la vendent encore. J'imagine que c'est le signe de son succès. Ça fait plus de 4 ans qu'elle est en vente sans la changer. Puis ils l'ont même mise à jour. Ils ont fait des modèles, des versions là, plus récentes, là, mais à peu près essentiellement la même. Puis usagé, 900$. Moi, en fait, j'en ai une ici que j'ai trouvée il y a déjà 1 an et demi, 2 ans. 2 ans. Fait qu'en magasinant un peu, là, je l'ai ici, c'est à ça que ça ressemble. Là. On peut même la faire circuler si tu veux. Là. 850$. Ça, c'est une CCD refroidie. Ou si on ne la fait pas circuler, vous pourrez venir la voir tantôt. Là. Fait que c'est ça. Moi, c'est ce que je vous recommande parce qu'elle est déjà en partant sensible au H-alpha. Puis en plus, elle est refroidie, ce qui vient nous aider beaucoup là, dans la qualité ou la sensibilité. Bien, toutes les caméras ont comme une filtre. Non, ils ne s'enlèvent pas parce que ça, c'est scellé. Là. Il y a un dessicant ici parce que c'est une caméra refroidie. Là.
Fait que c'est un filtre IR-UV habituellement qu'ils mettent en avant. Là. Mais ce n'est pas très restrictif parce que de toute façon, le sensor n'est pas vraiment sensible dans ces plages-là qui coupent. Il faudrait voir les fréquences exactes, là. Mais elle est sensible au H-alpha, elle est sensible même au S2. Donc, d'après moi, ce n'est pas un problème. Là. Fait que c'est quand même, je pense que ça se ressemble. Là, je veux dire, il y a une coupe de 100$ de plus, là, mais c'est à réfléchir si on en achète une juste pour faire de l'astro. Fait qu'on va continuer, maintenant qu'on a choisi notre boîtier, bien maintenant on va choisir nos lentilles. Fait que les lentilles en astronomie, bien, c'est le télescope. Fait que là, il y a deux éléments à considérer. C'est à peu près les mêmes qu'en photographie traditionnelle. C'est la focale, c'est ce qui nous intéresse. C'est comment que ça grossit les objets. Puis, deuxième, moins important, à moins qu'on soit un puriste, c'est plus ou moins important, mais c'est bon de savoir que ça existe. C'est la résolution ou l'échantillonnage. Il y en a qui c'est un petit peu, un est relié à l'autre. C'est interchangé, ces termes-là, souvent. Puis, en fonction de la caméra. Fait qu'on va regarder ça ensemble, comment on fait pour sélectionner ça. Fait que la focale, on va faire ça vite. Là. La focale, c'est en optique, ça détermine la magnification, comment on peut grossir un objet qu'on regarde. Fait que ça, j'ai pris ça, je pense, sur Wikipédia. Là. Puis en astronomie ou en photographie, plus la focale est longue, d'habitude c'est en millimètres qu'on donne les focales, plus l'objet observé sera grossi. Et c'est évidemment, plus on grossit un objet, bien, plus le champ rétrécit, parce que si on en voit plus gros, c'est parce qu'on en voit moins large. Okay? Je pense que c'est une évidence. On le voit ici, là, il donne là, 28 mm, on voit tout le champ, hein, vous voyez, il y a comme des branches ici, là. Je sais que c'est peut-être pas visible de loin, mais 50, 70, puis là, à 210 mm, bien là, on voit rien que quelques branches. C'est les branches qui sont ici là, qu'on voit là. Fait que ça vous donne une idée. Mais en astronomie, ça commence pas mal à 200 mm, là, mettons. Là, ben, on peut faire du grand champ avec du 28, du 50, on l'a vu tantôt là, pour la Pentax, là, toutes les lentilles. Là. Mais c'est ça. Ça veut dire que souvent, en astronomie, on va être à 600, 800, 1500, 2000. Notre ami Denis, ici, est rendu à 2500. Hein, puis c'est ça. Puis Rémi aussi, là, il s'amuse avec 2500 mm. Ça veut dire qu'on pourrait voir les craques à l'intérieur de l'écorce s'il y a des pucerons sur cette image-là. Là. Mais en tout cas, c'est ça. Fait que c'est sûr que c'est des longues focales en astronomie parce qu'on aime ça grossir beaucoup. Fait qu'on va juste donner des exemples de focales. Ça, c'est un petit peu, c'est pas tout à fait le sensor de cette caméra-là. Là. C'est un sensor un petit peu plus petit là, qui a été pris en référence. Puis ça donne qu'est-ce qu'on voit d'Andromède à différentes focales. Mais il faut comprendre que c'est en relation avec la grandeur du capteur de notre caméra. Si on a un plus grand capteur, bien, on verrait plus pour la même focale, okay? Parce qu'il est plus grand. Mais si on a un petit capteur, comme tantôt, ce matin, on parlait de la 120 mm, là, la 120 mm, là, ça serait à peu près le cœur, là, ici, là, qu'on verrait. Là, c'est tout petit. Parce que ça, c'est comme base, on a pris un capteur qui a 1 pouce et 1,8 de diagonale, puis la 120 mm, elle a 1,5 pouce, c'est ça, de diagonale? 12,4. Ouais. Fait que c'est des petits sensors de, je pense, c'est 1,5 ou 1/3 de pouce de diagonale. Ouais, c'est des tout petits capteurs microscopiques, qui sont petits, petits, petits. Vous voyez, le capteur ici, là, vous viendrez la voir, il est quasiment la grandeur de la vitre au complet. C'est des gros capteurs. Okay? Fait qu'un télescope populaire, moi, je l'utilise, c'est un de mes favoris, là, c'est un des premiers que j'ai acheté. C'est un télescope de 80 mm f7 là, qui donne 560 mm de focale. Fait que c'est ce qu'on verrait de Andromède à peu près à 560 mm de focale. Mettons qu'on agrandit la focale, on s'en va à une autre focale populaire, là, 900 ou 1 mètre là, dans ce bout-là. Là. Moi, j'en avais un télescope comme ça, c'est une lunette de 5 pouces, un 120 mm, là, une lunette Orion où il y en a un paquet de même. Bien, avec le même capteur, c'est ça qu'on verrait. Là, on voit qu'à mesure que la focale grandit, c'est sûr que l'image, là, le poster, il va être aussi gros, mais on voit beaucoup moins d'Andromède. Okay? Donc, il y a plus de détails, on peut aller chercher plus de détails fins, mais on voit moins grand. Puis, il y en a beaucoup qui ont des Schmidt-Cassegrain. Moi, j'ai un 11 pouces, là, F10, là, ça fait que ça donne 2,8 mètres ou 2800 mètres de focale. Fait que c'est ce qu'on voit d'Andromède avec le même capteur. Fait que ça fait quand même une mosaïque, je ne sais pas, peut-être 36 images. Là. C'est quand même une job. c'est un job au Québec de plusieurs années, là, faire une mosaïque de 36 images d'Andromède. c'est la job d'une vie, hein? Il y en a qui vendent des petites boules chinoises en ivoire là, qui ont toutes dessinées à l'intérieur. Nous autres, on peut vendre une mosaïque d'Andromède.
Puis c'est sûr que tous ces télescopes-là peuvent être mis avec des réducteurs de focale qui ont la particularité qu'avec le même télescope, on est capable d'avoir 2 focales. Ça nous donne comme, avec le même télescope, on vient visser une petite lentille en arrière. Puis c'est populaire ici, là, ça vient se brancher ici, un réducteur de focale 6.3. Si on le met sur ce télescope-là, bien, ça donnerait ça. Mais c'est à peu près ça. On ne peut pas vraiment aller plus loin que ça avec ce genre de télescope-là. Fait que ça vous explique un petit peu la focale. Fait que qu'est-ce que ça nous donne, ça, de savoir ça? C'est que vous avez pas mal besoin du bon télescope pour le bon objet. Un télescope ne fera pas pour tous les objets du ciel. On va les énumérer tantôt, là. Fait que ceci dépend de la dimension de votre capteur, de la focale et de l'objet qu'on veut prendre. Il faut tout considérer ça quand on veut prendre en photo un objet. C'est pareil avec la photographie avec une caméra ordinaire, là. Il faut qu'on prenne la bonne lentille avec le bon capteur, puis tout ça pour que ça marche, pour que ça nous donne une bonne photo. OK. Fait qu'on va voir, moi, les focales, je les séparais en 2 catégories. En astronomie, on voit ce qu'on appelle les courtes focales. Les courtes focales, ça va être des focales, mettons, de 400 à 700, 800 mm. OK? Puis après ça, on va appeler les longues focales. Donc, peut-être, il y a comme un gap entre les deux où ils peuvent se recouper, mettons, de 1 mètre, 1,2 mètres jusqu'à 2 mètres, 2,5 mètres, comme les gros télescopes de 12 pouces et demi, les Ritchie chrétiens, là, comme les plane wave de Denis, là. Ça, c'est 2,5 mètres. Fait que ça sera dans les longues focales. Fait qu'on va faire les petites focales, les courtes focales, puis les longues focales. Qu'est-ce qu'on a comme courte focale? Qu'est-ce qu'on peut espérer prendre dans le ciel comme courte focale? Bien, il y a les nébuleuses de toutes sortes. Ça, c'est les nébuleuses, c'est les nuages de gaz, là, donc les gaz à émission, à réflexion. Donc, on en a plein, là, on en a nommé tantôt Californie, Orion, la Rosette, on a vu la tête de cheval, on a vu, en tout cas, il y en a, là, l'Amérique du Nord, nommez-les. Ça, c'est les nébuleuses. Puis ça, habituellement, c'est bon avec des courtes focales, parce que c'est assez gros. Puis avec un télescope à 2,5 mètres de focale, ben, on verrait quelques étoiles dans la nébuleuse. C'est ça qu'on verrait. Les amas ouverts, les Pléiades, le double cluster, je ne sais pas trop, M103, là, les ET cluster, là, tout ça. Là, ça, c'est toutes des affaires qui sont à courte focale. Les grandes galaxies, ben, M31, M33, ou les groupes de galaxies, M81, M82, le triplet du Lion, l'amas de la Vierge. Ça, c'est tout ce qu'on peut prendre avec une courte focale. On peut prendre le Soleil, la Lune. Non, mais la Lune, c'est pas très intéressant, mais le Soleil. Fait que l'idée, c'est pas mal d'objets, ça. Hein? C'est pas mal ce qu'on fait en astrophotographie, ça. Qu'est-ce qui reste pour les longues focales? Il reste les galaxies plus lointaines, les plus petites galaxies. Là, je sais pas, je pense que ça vaudrait la peine sur M104 ou des choses comme ça. Là. Puis, M82, mais tout seul, pas dans le groupe. Okay? Ça, c'est intéressant. Les nébuleuses planétaires, ça, là, c'est vraiment petit. C'est souvent, on a des grosses. Hein? On connaît M27, on connaît M57, on connaît le Helix Nebula. Tout le reste, c'est microscopique. Même avec, moi, j'ai une 1,6 mètres, là, écoute, l'Esquimau, l'œil du chat, je ne sais pas si vous l'avez déjà essayé, là, mais c'est un petit point dans le milieu d'une grande photo. Fait que, mais c'est ça, non? C'est pas vrai? Ceux qui l'ont essayé, là, c'est ça que ça donne. Fait que ça ne fait pas beaucoup d'objets, ça, pour des longues focales. Okay? Il y a d'autres intérêts pour les longues focales, mais si on veut faire juste de l'astrophotographie, là, juste parce qu'on commence, là, je pense qu'on est mieux de se diriger vers plutôt cette catégorie-là d'objets qui est beaucoup plus intéressant, il y en a beaucoup plus, puis c'est les objets qu'on voit plus fréquemment aussi d'ailleurs, c'est pas une surprise. Fait que moi, c'est pas mal là, pour les lentilles, j'irais dans cette catégorie-là. Si j'en avais juste une des deux à acheter, là, c'est là que je me dirigerais. Fait qu'on va parler de l'échantillonnage maintenant, on va faire ça très vite, là. Il y a un petit peu de formule mathématique, là, puis je sais qu'il est tard, là. Fait qu'on sait qu'une image, c'est faite de plein de points qui sont tout collés un sur l'autre, qu'on ne voit pas vraiment, puis qui donnent une image. Mais si on la grossit, ben, on peut commencer à voir les points. Okay? Puis à un moment donné, ben, si on prend juste un pixel, là, c'est un picture element, c'est ça que ça veut dire, pixel. Ben, on va être capable, avec une petite formule simple que je vais vous présenter, vous dire quelle portion du ciel ce pixel-là est capable de voir ou capture. OK? Puis ça, c'est en fonction, c'est une formule qui nous explique ça que je vais vous présenter tout de suite. Là. La formule est là. L'échantillonnage, c'est 206 fois, c'est une constante,
la dimension du pixel, ça veut dire la grandeur ici en microns, sur la focale de l'instrument qu'on a choisi. Y a-t-il quelqu'un qui va m'expliquer pourquoi c'est 206? C'est une conversion, c'est une constante. C'est comme quand on convertit des degrés Fahrenheit en degrés Celsius. Il y a comme une constante ou des kilomètres en 1000 par heure. Bien là, c'est parce que c'est comme un rapport entre des radians et des degrés. Là, ça fait que c'est 206. C'est une constante. C'est une affaire de même. Là. Fait que c'est pour ça. Puis ce qu'on aimerait, c'est habituellement, ce qu'on recherche, c'est que cette formule-là, là, on aimerait ça avoir un échantillonnage entre 1 et 2. Rémi nous a parlé tantôt là, qu'au Québec, là, quand on a 3 de seeing au Québec, là, c'est un bon soir. Moi, j'en fais à toutes les fois qu'il fait beau à peu près. Là. Puis souvent, c'est 4-5 que je vois là, quand je calcule le live là, durant ma soirée. Là. 3 là, de seeing, ça arrive 1 ou 2 fois par année. Mettons, peut-être, on va dire 5, OK, parce que je ne veux pas que vous indure en erreur. Ça veut dire que nous, ce qu'on aimerait, là, on aimerait échantillonner à 2-3 fois le meilleur seeing. Ça fait que dans la pratique, on aimerait là, que ça soit de 1 à 2. En fait, ce que je vais vous dire, là, c'est qu'il faut surtout que ça ne soit pas en bas de 1. Parce que c'est comme si on perdait notre temps en bas de 1. C'est comme si on essayait de regarder de la lumière qui n'existe pas. Ça veut dire qu'on n'utilise pas notre équipement de façon optimale. À 2, c'est optimal. Mais on voit souvent des photos grand champ, là, où comme on a vu tantôt avec la Pentax, là, qui sont absolument à couper le souffle, là, mais qui sont peut-être, l'échantillonnage, c'est peut-être 25, 30, 50 arcs-secondes par pixel. Mais ils sont belles pareilles. Ça fait que si ce qu'on veut faire, c'est des belles photos, bien, ce n'est pas grave d'aller plus loin, avec plus d'arcs-secondes par pixel. Ce qui est bien important, c'est de ne pas d'aller en bas de 1, parce qu'en bas de 1, c'est comme si on essayait de lire de l'information qui n'existait pas. C'est comme si on essayait on perd notre temps, en fait, c'est ça qui arrive. C'est qu'on essaie de capturer des photons qui ne veulent rien dire. Okay? Ça fait que c'est important de ne pas aller en bas de 1, surtout. Fait qu'on va comparer, on va faire ces formules-là, je vais toutes les mettre d'un coup là, pour les deux. Fait que tantôt, on avait la grandeur des pixels. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai isolé là, la focale. Là. Fait que si on fait ça sur un pixel pour la T3i, on voit que ce qu'on aimerait, en fait, là, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on ait une focale en haut de 885 mm avec une T3i. Okay? Ça veut dire qu'à 900, 1 mètre, puis tout ça, on suréchantillonne. C'est ça que ça s'appelle. Quand on va en bas de 1, on suréchantillonne. Ça veut dire qu'on essaye de lire de l'information qui n'existe pas. Puis idéalement, je pense que c'est ça que c'est le plus performant, c'est ça qu'il faudrait viser, c'est 440 mm avec une T3i. Hein? Je sais que des fois, ça surprend les gens, là. C'est pas des gros télescopes, ça. La QHY-8L est un petit peu faite pour des plus gros télescopes parce qu'on voit à 1, on parle de 1600 mm, ce qui est quand même dans les longues focales. À 2 pixels, à 2 arcs-secondes par pixel, c'est 800 mm. Donc, on retombe dans la limite là, des courtes focales et tout ça. Ils sont gros, c'est ça. Plus ils sont gros, ben, c'est ça, plus on voit du ciel. Mais quand on grandit, on voit moins de ciel. Ça fait que quand on grandit les pixels, on contrebalance ça, si tu veux. Fait que c'est sûr que si on veut avoir un système performant, quand on a une focale à 2,5 mètres, là, ben on aimerait avoir des pixels de 20 microns, mettons. T'sais? Là, on resterait dans le bout de 1 à 2. Là. Pas beaucoup de caméras qui ont des pixels de 20 microns, là, mais la caméra, la SBIG 1100, là, qui coûte 10 000 ben elle a, je pense, c'est 10 microns ou 9 microns, ces pixels. C'est pas mal les plus gros qui se font. De mémoire, là, je vous dis ça, je n'ai pas regardé avant. Là. Fait que ce que l'on doit éviter, je vous l'ai dit, c'est le suréchantillonnage, donc moins de 1 arc-seconde par pixel, parce que dans cette situation, nous gaspillons du précieux temps d'acquisition. Hein? Je pense que c'est clair. Fait qu'en résumé, les plus gros télescopes ne sont pas les meilleurs pour l'imagerie. Ils ne sont pas nécessairement les meilleurs. Ça dépend de l'objet qu'on veut prendre. Okay? Il faut balancer nos affaires. On a vu que la plupart des objets étaient très accessibles pour des petites focales. Le choix du télescope, la focale, dépend de la dimension de l'objet dans le ciel, c'est sûr. Là. Quand on veut un gros objet, ben, on ne peut pas avoir un télescope qui grossit beaucoup. Il faut avoir un télescope qui voit une grande section de ciel. La limite de ça, c'est quand on veut la Voie lactée, ben, on veut tout le ciel. Fait qu'on veut un fisheye, qui a comme probablement une focale de 5 mm, je ne sais pas, 4 mm. Fait que c'est ça. Autant que possible, essayez d'ajuster votre caméra, la dimension des pixels et votre télescope afin d'obtenir un agencement optimal. Vous obtiendrez ainsi un meilleur rapport qualité-prix-performance ainsi qu'un temps de pause optimisé. C'est sûr que c'est des guidelines. Là. Fait qu'on essaye de faire notre possible avec ça, mais c'est bon de le savoir. Juste quand on choisit notre équipement, c'est aussi bien d'être informé. Là.
Fait que le choix du télescope, moi je dis on opte pour une plus courte focale avec un plus grand champ. Puis il y a des avantages à ça quand on veut garder le prix bas. Parce que les petits télescopes sont les plus légers, ce qui réduit beaucoup les contraintes sur la monture. De quoi ça a l'air un télescope de 80 mm là, qui donne f7, f6, là, ça ressemble à ça. C'est pas un gros télescope. Okay? C'est dans les plus petits qui se font. Fait que c'est intéressant, c'est certainement pas très lourd. Hein? Vous voyez que c'est pas lourd, ça pèse je sais pas, 7, 8, 9 livres peut-être cette affaire-là, 7 livres je pense. Fait que c'est ça. Double bonus, ces plus petits télescopes habituellement ils coûtent moins cher. C'est sûr qu'il y a moins de matériel, ils sont moins lourds, ils sont plus faciles à fabriquer, donc ils coûtent moins cher. Fait que mon premier choix, ce que je vous recommanderais, c'est probablement des lunettes comme ça, là, 80 mm, f6, f7. Ces lunettes-là, habituellement, ils coûtent entre 800 et 1200 $ là, neuves. Parce que je parle de lunettes pas achromatiques, mais apochromatiques, ED ou apo, là, habituellement. Avec des grands capteurs, on aimerait mieux avoir une apo parce que les ED vont avoir tendance à faire du coma dans les coins. Là. Ça fait que c'est une autre question, on reparlera de ça une autre fois. Mais usagé, on s'en sort très bien pour 500 à 700 $. Moi, à peu près tout mon équipement que j'ai chez moi est usagé, là, puis c'est super bon. Les gens, ils en prennent soin. Ce n'est pas des affaires qui vont aller jouer au baseball avec, là, ou rien de ça. D'habitude, ils font attention avec ça. C'est gardé à température contrôlée dans des casings de foam zippés au noir. Donc, il n'y a pas de problème. D'habitude, ils sont propres. Puis, si vous avez un petit peu plus de budget, là, ça vaudrait peut-être la peine d'aller avec une lunette de 100-115 mm, là, sauf que, écoutez, ça augmente de façon exponentielle les prix. L'avantage, c'est qu'avec un réducteur de focale, on peut faire ça aussi, là, mais on est déjà optimal ici. Tantôt, vous l'avez vu, là, à 500-600, on est déjà optimal. Mais ici, c'est qu'on peut aller chercher 2 focales en ajoutant un petit équipement là, qui vient se mettre en arrière et qui change la focale du télescope. Ça existe pour ça aussi, d'ailleurs. Sauf que neuf, ceux-là, ils coûtent entre 2000 et 3000. We kind of blew the budget. Usagé quand même, c'est 1200 à 2000 de ce que j'ai vu. J'ai vérifié la semaine dernière là, ce qui se vendait dans les différents sites de vente usagée. Fait que c'est sûr que c'est plus que le double. Hein? Mais c'est sûr qu'une lunette de 800 mm là, ou de 900 mm, là, une lunette 115, c'est bon. Je n'ai pas à dire, c'est juste que ça coûte plus cher. Fait que peut-être qu'il n'y a pas de problème là, à commencer avec ça. Puis plus tard, 2 Noëls plus tard, peut-être aller essayer de se trouver quelque chose comme ça, puis d'avoir 2 focales. Bon. Daniel, il n'est pas là, il aurait aimé ça. Daniel Borcard. La monture, la monture, la monture. Ben, c'est vrai, malheureusement, la monture est importante. Sauf que c'est important de choisir la monture en fonction de ce qu'on veut faire avec puis de l'équipement qu'on va mettre dessus. Fait que je pense que ça va nous aider, ça. Fait que nos hypothèses qui découlent du choix de notre caméra et ensuite de notre télescope sont qu'on a un poids d'équipement très léger. Tout ça, là, même avec tous les accessoires, tout ça, là, je ne pense même pas que ça va peser 20 livres. À moins qu'on ait une lunette 115, ça va peser plus lourd, là, mais une focale de 500 à 800 mm, ça nous aide beaucoup. Puis je vais vous l'expliquer après. On va souhaiter faire de l'autoguidage, parce que c'est pas mal la règle de l'or en ce moment, puis ça nous aide beaucoup aussi, parce que ça va être moins cher d'acheter un autoguideur que d'acheter une monture de plus haute qualité pour essayer de compenser de l'autoguidage. Et de beaucoup. Puis une courte focale, on l'a dit tantôt, ça grossit moins une courte focale. Ça nous aide beaucoup parce que les défauts et les erreurs sont minimisés comparativement à une plus longue focale. Donc les problèmes d'alignement, de suivi, de vibration, de tout ça, sont d'autant diminués qu'on grossit moins. Ça veut dire que ça nous aide beaucoup, le petit télescope. Il ne pèse pas lourd, il ne coûte pas cher, puis il ne nous met pas beaucoup de contraintes sur la monture. Ben, c'est super, non? On s'en va du bon côté. Ça fait que moi, mon évaluation, puis ça fait plusieurs années que je pars avec exactement ce genre d'équipement-là, c'est qu'une monture équatoriale d'entrée de gamme convient tout à fait à ces besoins-là. C'est sûr que si je veux mettre un télescope de 2 mètres sur une HEQ5, 2 mètres de focale, je vais peut-être en arracher un petit peu. Premièrement, il est lourd, puis
elle va avoir de la misère à le traîner, mais un télescope comme ça, là, écoutez, il n'est même pas assez lourd pour la faire tourner la monture quand je veux la balancer. Il y a un petit peu de frottement, puis elle arrête aussitôt que je la lâche. Ce n'est pas des équipements qui sont très, très lourds sur ces montures-là. Là. C'est vraiment léger. Donc, ça ne fait pas une grosse contrainte. Et là, il reste les accessoires. L'autoguideur, c'est probablement le plus cher. Sauf que maintenant, il y a des options moi, je recommande un petit autoguideur là, très léger. Là, c'est comme un chercheur 9x50 avec Orion Autoguider. Ils font ça, là, le Awesome Autoguider. Il y a à Kitchener, là, KW Telescope, qui vend le Quick Guider. Moi, c'est lui que j'ai, là, qui se monte sur un dovetail. Là, ça se met sur une affaire de chercheur là, ordinaire. Tu enlèves ton chercheur, tu mets ton autoguider. Ça pèse 1 livre. Hein? 1,1 livre. C'est pas ça qui va venir débalancer ta monture. Là. Fait que ça, c'est bon. Il ne faut pas oublier les bandes chauffantes. On est au Québec, après tout. Tout gèle, tout frost, tout dégoûte. Ça prend des bandes chauffantes avec au moins 2 sorties, parce que ça en prend une pour le télescope, mais pour l'autoguideur aussi. Au moins 2. Ça nous prend, moi, je vous recommande pour faire le focus low cost, très efficace, un masque de Batinov. Pour un télescope comme ça doit bien coûter 14,95 $. Fait que c'est quand même une option très intéressante. Puis là, ben, si vous voulez faire ça en remote, faire de l'acquisition, il y a un ordinateur, il faudrait regarder un petit peu d'argent là, pour une coupe de câble USB, un hub alimenté, des choses comme ça. Mais tu sais, ça ne coûte pas cher. Là, au bureau, en gros, ça coûte cher, là, mais sur Tiger Direct, là, des câbles comme ça, là, ça coûte 3,99 $. Fait que c'est pas ça qui va briser la banque. J'ai quand même gardé un budget global pour toutes ces affaires-là. Là. On va voir maintenant là, ce que je vous recommande. Fait que ça, c'est le kit que moi j'utilise. Vous voyez, c'est bien ce petit télescope. C'est le même qui est sur la photo. Il est célèbre maintenant. Donc, ça, c'est l'autoguideur que je vous parlais, le Quick Guider. En fait, celui-là, il y a comme différents types de chercheurs. Là. C'est comme un rail là, qui se glisse. Ça fait que j'ai comme pris un trou qu'il y avait ici, là, puis je l'ai vissé dedans. Il y a juste une vis, mais je l'ai serré bien fort. Là. Puis ça fait 5 ans qu'elle est là, puis elle n'a pas bougé. Ça fait que c'est pas super. Puis c'est ça c'est une monture d'entrée de gamme. Ça fait que ça, c'est ce que j'utilise. La seule place où est-ce que je n'ai pas exactement, là, c'est qu'ici, j'ai une autre caméra. C'est la petite sœur de celle-là. Là. Ça, c'est la QHY8. Bien, ça, c'est une QHY9. Elle a un sensor un petit peu plus petit puis un monochrome. Fait que j'ai dû m'acheter une roue à filtre. Mais en budget, là, comme je vous dis, je vous recommande plutôt ça en début, là, une one-shot color, juste pour commencer. C'est sûr que vous allez arriver là à un moment donné, là, mais chaque chose en son temps. Fait que de quoi ça a l'air comme les prix? Fait que là, on parlait d'une caméra DSLR ou CCD, Canon, Nikon, il y en a plusieurs. Là, moi, je vous recommande, c'est vraiment pas mal tout seul, elle, par exemple, dans sa catégorie là, en bas de 1 000 $ usagé là, ou 1 200 $. Là, elle est pas mal tout seul. Il n'y a pas vraiment de compétiteur. Ça veut dire qu'on a les prix ici, neuf, usagés, défiltrés, tout le kit. Ça fait que là, c'est un petit peu ce que je vous recommande. Tantôt, on va faire la somme de tout ça, là, le kit que je vous recommande. Fait que c'est sûr que moi, si j'avais le choix ici, probablement que je vous recommanderais la CCD. Si vous avez déjà une caméra DSLR, bien, c'est sûr que prenez-la, commencez comme ça. Puis la journée que vous allez vouloir la défiltrer, bien, ça sera peut-être le sens d'acheter la CCD. Après ça, pour les télescopes, bien, c'est là que ça varie beaucoup, là, mais dans les 80 à 115 mm ED ou Apo, là, écoutez, il y en a des marques là-dedans, là, il y en a un méchant paquet. Il y a Orion, Stellar View, Meade, Skywatcher, William Optique, il y en a, écoutez, puis ils sont tous à peu près le même prix. D'après moi, ils sont tous faits à la même place aussi. Ça ressemble toutes. Puis ça, ben, c'est sûr que les 80 mm sont très performants, sont bien adaptés aux pixels de la caméra et tout ça, là, puis aussi à la focale pour les objets qu'on veut prendre dans le ciel. Fait que c'est sûr que ça serait un bon point de départ, là, puis 800, 1100, mais dans les usagers, là, 600 $, vous avez un bon kit. Là. Vous avez un Apo, là, 80 mm, carbon fiber, puis tout ça, 600-700 $, là, si vous êtes patient, là, vous êtes capable de trouver ça. C'est sûr que dans les plus gros, là, écoutez, là, j'ai dit 2500, là, mais il y en a qui sont à 4000 dans cette grosseur-là. On connaît tout le FSQ 106, là. Le Takahashi, là. Je ne sais pas comment que ça coûte, là, mais avec les accessoires, ça doit coûter à peu près 4000. Fait qu'on va continuer une monture EQ, capacité de 25 livres, mettons, là, HEQ5, Orion Skyview, il y a Optron 30, Sirius, il y a même des nouvelles séries qui sortent. J'ai le même commentaire qu'avec les télescopes. D'après moi, ils sont toutes faites à la même place. Fait que prix neuf, c'est 1300 $. Usagé, 700. J'en ai vu même à 500. Des HEQ5 et tout ça, là, des Orion.
il faudrait peut-être aller les voir, mais disons qu'à 700, là, souvent, ça se vend 600, c'est ça? C'est pour ça que je vous dis, là, puis ils sont en très bon état, là, je veux dire, ils n'ont aucun problème, ces montures-là. Là. J'en ai une usagée, moi, puis elle fonctionne très bien. Puis c'est une comme ça, là, c'est exactement ça. Avec l'autoguideur, la petite manette SynScan, comme on a vu pour le Q8, là, ça ressemble exactement, c'est Skywatcher. Très, très connu, très stable. Tout le monde utilise ça. C'est facile de trouver de l'information sur ces montures-là. Ils montrent même comment toutes les démonter avec des vidéos pour les nettoyer, les serrer. Il y en a plein de vidéos. C'est vraiment un bon choix. Ouais. Puis les accessoires, là, si je mets tout ça ensemble, j'ai fait ça, là, vous voyez, là, autoguideur, Orion, Quick Guider. Quick Guider, c'est au Canada, ça je vous dis. Contrôleur, bande chauffante, Kendrick, c'est sûr. Kendrick pour le masque. Les hubs USB, ben, bureau en gros, mais je vous recommande peut-être Tiger Direct ou des sites comme ça là, sur le web. Prix neuf, c'est ce qui coûte le plus cher, c'est ça, là, qui coûte à peu près 400$. Là. Fait que 709, mais usagé, là, tout le kit, là, je suis sûr. Puis je pense que je suis généreux avec 400$. Il y a des autoguiders à vendre et tout ça, là, puis tout le reste. Là. Ça, honnêtement, là, ça coûte. Je ne suis même pas sûr que ça coûte 20$. Fait que c'est pas ça qui va vous tuer. Là. C'est ça, puis ça coûte à peu près 200$, le contrôleur puis les bandes chauffantes. Je ne sais pas si ça vaut la peine d'attendre d'usager, mais des fois, il y en a. Fait que comment ça coûte faire de l'astrophotographie? Ça coûte moins que 30 000 en tout cas. Quand j'ai fait, moi, avec la caméra CCD puis un télescope comme ça, neuf, là, je suis venu à 4 000$, OK? Mais usagé, là, puis je pense que c'est très réaliste, là, on parle de 2 500$. C'est quand même un hobby là, avec l'équipement spécialisé, tout ça qu'on parle. Là. Je pense qu'il y a des hobbies en bas de 2 500$, là, juste faire du ski. Là. Tu sais, n'importe quoi, des modèles réduits, de la photographie. Je pense qu'une lentille, ça coûte 2 500$ en photographie. Fait que je pense que c'est un hobby qui est quand même raisonnable. Là. Il y a quelques années, faire de la photographie pour 2 500$, c'était pas vraiment possible, mais depuis 4-5 ans, ça a vraiment changé. Fait que je trouve ça quand même pas mal intéressant. Là. Ça fait que quand les gens vous disent que c'est trop cher, on ne peut pas en faire, là, je pense qu'avec un petit peu de patience, en regardant sur les sites web usagés, en parlant avec vos collègues dans les clubs, vous êtes capable de vous en tirer avec l'équipement très, très performant pour 2 500$. Qu'est-ce que ça veut dire, très, très performant? Bien, le kit de tantôt que je vous ai montré, là, la photo qu'il y avait, là, qui était mon kit, là, je vais vous montrer qu'est-ce que je fais avec ça, moi, à Vaudreuil, dans un ciel pollué. La seule différence, c'est que je n'ai pas pris une caméra one-shot color, j'avais une caméra monochrome avec des filtres, mais en gros, là, ça ne change rien. Là, la qualité des images serait pas mal semblable. Fait que je vais prendre les classiques. Fait que ça, c'est ce qu'on voit à 560 mm de focale. On voit les Pléiades au complet. Fait que je pense que c'est un objet, c'est un classique, tout le monde veut prendre ça. c'est par là qu'on commence d'habitude. Fait que j'en ai juste mis une dizaine, mais j'en ai peut-être une centaine de photos de même. Fait que ça, c'est la nébuleuse du Pélican. L'Amérique du Nord est juste là à côté. Là, c'est parfait, ça. L'été, là, c'est une bonne chose à prendre. C'est sûr que cette caméra-là est sensible au H-alpha, là, ça fait qu'elle va faire ressortir le rouge qu'il y a là, il n'y aura pas de problème. Avec une DSLR très difficile. On l'a vu tantôt, on voyait bien la nébuleuse de l'Amérique du Nord, mais juste à côté, celle-là, on ne la voyait pas pantoute. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, il faudrait qu'on les remonte. Là. Fait qu'on peut prendre Orion avec le Running Man Nebula à côté. Ça, c'est à 560 mm de focale encore. C'est sûr que j'ai brûlé le milieu, là, je m'excuse. Là. Je vais recommencer. C'est ça qui est le fun, on peut recommencer. La rosette, c'est bon ça l'hiver, là, juste après Orion, là, on prend la rosette. Fait que c'est tout fait avec cet équipement-là. Ben, le triplet du lion. Ça je l'ai repris maintenant, mais ça, c'est la version que j'avais faite avec ça. En fait, c'est ça, la photo est comme en mode portrait, puis j'ai coupé le bas puis le haut parce que j'avais du vignettage, j'ai eu plein de problèmes sur cette photo-là. Mais ça montre que quand même, avec cet équipement-là, ça c'est juste sur la largeur, c'est pas sur la hauteur. On voit très bien, c'est des photos intéressantes qui se font en ville avec cet équipement-là. Oui. J'ai presque fini la nébuleuse enflammée, de l'étoile enflammée. Ça aussi, c'est plus à la fin de l'hiver, janvier, février. Ça, c'est l'amas de la Vierge avec les yeux. Là. Puis ça, je ne sais plus si c'est 84 ou 87. Je pense que 87 est un petit peu plus loin. Là, mais ici, dans cette photo-là, il y a à peu près 75 galaxies que j'ai capable d'identifier quand on la grossit. Là.
Quoi d'autre? Ah ben oui, hein, on aime ça. Encore Orion. La Californie. On voit que la Californie, on aurait besoin de plus de champs. Peut-être que là, ça serait bon d'avoir un réducteur de focale qui rendrait, là, lui aussi, 100 vent, ça coûte 80 à peu près un réducteur de focale. Orion vend ça. Puis qui nous donnerait 400 mm au lieu de 560. On verrait probablement toute la nébuleuse. Puis la petite dernière. Il a fallu que je la mette en diagonale pour 40, là. Mais probablement avec un réducteur de focale, elle aurait mieux rentré. Fait que ça vous montre qu'est-ce qu'on peut faire avec cet équipement-là. Moi, je trouve que ce n'est pas de l'astrophotographie bas de gamme. Là. Je trouve que c'est de la vraie astrophotographie. Fait que, en conclusion, je pense que pour 2500$, on peut s'amuser pas mal longtemps.